À quel point connaissez-vous vraiment la personne qui dort à vos côtés? Pas de façon abstraite ou philosophique, le genre de questions qu'on se pose lors d'un long trajet ou d'une nuit sans sommeil avant de la mettre de côté parce que la réponse, quelle qu'elle soit, ne change pas votre lendemain matin. Je parle de la façon spécifique, concrète et troublante de quelqu'un qui a réfléchi attentivement à ce qu'il faut vraiment pour tromper un autre être humain complètement. Pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant une décennie. Parce que la tromperie à cette échelle n'est pas un choix unique. C'est des milliers de choix, faits chaque jour, dans chaque conversation, dans chaque moment où la vérité pourrait accidentellement faire surface et doit être repoussée. C'est un acte de construction soutenu et délibéré. Une seconde architecture construite à côté de la vraie, entretenue avec le même soin et la même attention, nécessitant une vigilance constante pour que les deux ne se touchent jamais. La plupart des gens n'en seraient pas capables. La plupart des gens craqueraient sous le poids en quelques semaines. La culpabilité, la logistique, la charge cognitive pure de maintenir 2 vies complètes, séparées et fonctionnelles, la plupart des gens ne sont tout simplement pas construits pour ça. William Hartley était construit pour ça. C'est du moins ce qu'il croyait. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de 2 femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées, qui vivaient à 2 heures de distance l'une de l'autre, qui avaient construit leur vie autour du même homme et n'avaient aucune idée que l'autre existait. Et la nuit pluvieuse à Chicago, où un accident de voiture ordinaire a mis fin à 10 ans d'un mensonge si complet, si soigneusement entretenu, si exhaustivement construit, que les personnes les plus proches de lui n'avaient jamais eu de raison de douter de quoi que ce soit. Et puis, ce que ces 2 femmes ont fait quand elles l'ont découvert. Commençons par Alice. Alice Hartley avait 41 ans, le genre de personne que ses amis décrivaient comme inébranlable. Elle avait rencontré William quand ils avaient tous deux la fin de la vingtaine. Elle travaillait dans l'administration hospitalière à Chicago, il était copilote pour une compagnie régionale, et il était entré dans sa vie avec l'aisance confiante d'un homme qui comprenait exactement l'effet qu'il produisait et avait décidé de l'utiliser généreusement. Il était beau dans cette façon carrée et fiable des hommes qui portent bien l'uniforme, et l'uniforme faisait partie non négligeable du tableau. Il était attentionné, drôle et genuinement intéressé par elle, d'une façon qu'elle trouvait, après plusieurs années d'hommes moins attentionnés, presque déconcertante dans sa sincérité. Ils se marièrent quand elle eut 30 ans. Ils eurent leur premier enfant 2 ans plus tard et leur deuxième 1 an après. La maison dans la banlieue nord de Chicago dépassait ce qu'elle avait espéré quand elle était jeune et commençait tout juste à imaginer ce que pourrait être une vie. Elle travaillait à mi-temps dans la gestion hospitalière quand les enfants étaient petits, puis revint à plein temps quand ils furent scolarisés. Elle était compétente et organisée, et elle gérait sa vie avec une efficacité tranquille que William décrivait parfois à des amis comme la raison pour laquelle tout fonctionnait. La carrière de William avait progressé régulièrement. Il pilotait maintenant des lignes internationales, des vols long courriers qui l'emmenaient à Francfort, Dubaï et Singapour, qui le retenaient absent 3 ou 4 jours consécutifs, selon un planning tournant qu'Alice avait depuis longtemps intégré comme simplement la nature de leur vie commune. Elle n'aimait pas les absences. Elle les gérait. Elle avait un système, un réseau d'amis, une structure de soutien, une façon d'organiser le foyer et les emplois du temps des enfants qui ne dépendait pas de la présence de William, parce que dépendre de sa présence n'était pas quelque chose qu'elle pouvait se permettre. C'était, à sa façon tranquille, une forme de préparation à quelque chose qu'elle ne savait pas venir. Elle lui faisait confiance. C'est la partie sur laquelle les gens veulent toujours s'interroger, toujours trouver la faille, comme si la confiance elle-même était une forme de naïveté que les gens avisés évitent. Elle lui faisait confiance parce qu'il ne lui avait donné aucune raison de ne pas le faire. Il était à la maison quand il disait qu'il serait à la maison. Il appelait quand il était absent, chaque jour, sans exception, à l'heure dont ils avaient convenu des années auparavant et qu'il n'avait jamais manqué. Il était présent aux événements des enfants, attentionné lors des dîners avec ses parents.
chaleureux et apparemment genuinement sincère dans toutes les façons qui comptent pour quelqu'un qui observe au fil d'une décennie. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça ne se voyait pas. Allons maintenant 2 heures plus au nord. Brenda Hartley avait 38 ans et vivait dans une maison en banlieue de Milwaukee avec ses 2 enfants et la conviction que son mari était un pilote de ligne commercial qui travaillait sur des routes internationales et était absent 3 ou 4 jours consécutifs selon un planning tournant. Elle avait rencontré William lors d'une conférence en 2013. Elle était dans l'organisation d'événements d'entreprise, il était au bar de l'hôtel où se tenait la conférence, et l'histoire de leur rencontre était quelque chose qu'elle avait raconté si souvent qu'elle avait acquis la qualité polie d'une anecdote familiale. Il s'était approché d'elle, il avait été attentionné. Il avait appelé le lendemain et le surlendemain, et en 8 mois, ils étaient fiancés, en 14 mois mariés, en 2 ans, elle avait son premier enfant, en 4 ans, son deuxième. Elle n'avait pas de raison de penser que quelque chose n'allait pas non plus. Le planning était cohérent. Les appels arrivaient quotidiennement, à l'heure convenue. Il était à la maison quand il le disait. Il assistait aux événements des enfants. Il était présent et chaleureux avec ses parents, qui l'appréciaient, et avec ses amis, qui le trouvaient charmant, et avec ses propres instincts, qui lui disaient que tout était tel qu'il paraissait, parce que ses instincts n'avaient aucune information qui suggérât le contraire. William, entre ces 2 foyers, avait construit une vie qui nécessitait la précision d'un système de contrôle du trafic aérien. Il maintenait un calendrier partagé avec chaque femme qui ne se chevauchait jamais. Il avait des téléphones séparés, un pour chaque vie, et avait développé l'habitude, tellement ancrée maintenant qu'elle ne nécessitait plus de pensée consciente, de savoir en permanence quel téléphone était lequel et quelle vie il habitait en ce moment. Il avait des comptes bancaires séparés pour chaque foyer, alimentés par un salaire qui était, après des années d'ancienneté et de promotion, suffisamment substantiel pour soutenir 2 vies domestiques complètes sans qu'aucune des 2 femmes ne remarque quoi que ce soit d'inhabituel dans ses finances. Il avait dit à chaque femme des choses différentes sur sa famille d'origine. Un père décédé, une mère brouillée, une histoire calibrée pour minimiser les occasions où des intersections familiales pourraient se produire. Et les histoires avaient tenu parce qu'il les racontait de façon cohérente et avec la conviction particulière de quelqu'un qui a répété un mensonge si souvent qu'il est devenu, fonctionnellement, sa vérité. Pendant 10 ans, pas une seule chose ne s'était mal passée. Et puis, il plut à Chicago. La nuit du 14 novembre était mouillée de la façon dont le Midwest est mouillé en novembre. Pas de manière dramatique, pas avec du tonnerre ou du vent, juste une pluie régulière, froide et incessante qui rendait les routes glissantes et la visibilité mauvaise et la conduite sur les autoroutes une chose qui nécessitait plus d'attention qu'elle n'en recevait généralement. William était sur la 290 en direction ouest. Il avait un vol le matin, un planning de correspondance avec nuit à l'hôtel qui lui aurait donné 2 jours à Milwaukee avant la prochaine rotation Chicago. Il était, par tous les critères raisonnables, en parfait état. Pas fatigué, pas distrait de façon inhabituelle, juste un homme qui conduisait chez lui, sous la pluie, après une journée ordinaire. La voiture dérapa. Les détails de ce qui s'est exactement passé ne sont pas complètement clairs, même à la reconstruction de l'accident. Mais ce qui est clair, c'est que le véhicule quitta la route à environ 100 km/h et entra en contact avec une glissière de sécurité en béton d'une façon suffisamment grave pour déclencher le déploiement complet de chaque système de sécurité de la voiture et laisser quand même William avec un bassin fracturé, 4 côtes cassées, un poumon effondré et un traumatisme crânien suffisamment grave pour le mettre dans un coma médicalement induit au moment où les secouristes arrivèrent. Il fut transporté au Northwestern Memorial Hospital par ambulance. Il était en vie, mais sans réponse. Il n'avait pas de pièce d'identité sur lui, que les premiers intervenants pouvaient localiser immédiatement. Ce qu'il avait, c'était un téléphone.
Le protocole hospitalier dans des cas comme celui-ci est conçu pour agir vite et prioriser la notification de la famille. Une infirmière parcourut le téléphone Chicago, comme il se trouve, celui qui était dans la poche de sa veste, et trouva les contacts d'urgence. Le numéro d'Alice était listé en premier. Son nom était listé comme épouse. Elle appela. Alice reçut l'appel à 23h47 un mardi soir. Elle dormait. L'appel venait d'une infirmière hospitalière, et la qualité particulière des mots qu'une infirmière hospitalière utilise quand elle appelle au sujet d'un accident grave est une qualité qui traverse le sommeil immédiatement et complètement. Elle était dans sa voiture en 7 minutes. Elle appela sa voisine pour venir garder les enfants. Elle conduisit jusqu'au Northwestern Memorial avec la concentration particulière de quelqu'un qui a mis tout le reste entièrement de côté et opère sur une seule directive. Elle arriva à l'hôpital à 0h23. Elle fut conduite dans une salle d'attente familiale. Le genre de salle que les hôpitaux construisent pour exactement ces situations, avec des chaises presque confortables et un éclairage presque lumineux et une télévision montée près du plafond qui diffusait quelque chose avec le son coupé. Elle s'assit. Un médecin vint lui parler de l'état de William, qui était grave mais stable, et du coma, médicalement induit pour permettre à son cerveau de se reposer et de récupérer, et des fractures, et du poumon, et du tableau général, qui était celui d'une blessure significative et d'une incertitude significative. Elle écouta tout cela et dit les choses que les gens disent dans ces moments, et se rassit dans la chaise presque confortable, et se maintint ensemble de la façon dont les gens très bons à se maintenir ensemble le font quand il n'y a pas d'autre option. Elle était assise là depuis 21 minutes, quand la porte de la salle d'attente s'ouvrit. La femme qui entra courait, ou quelque chose d'approchant. Le mouvement contenu et urgent de quelqu'un qui s'est déplacé aussi vite que possible dans les couloirs de l'hôpital et vient d'arriver à l'endroit qu'il devait atteindre. Elle pleurait. Elle tenait son téléphone. Elle dit à la première personne qu'elle vit, qui se trouvait être un administrateur hospitalier qui passait, qu'elle cherchait son mari, qu'elle avait été appelée au sujet d'un accident, que son nom était William Hartley. Alice entendit le nom. Elle se leva. La femme qui venait d'entrer, Brenda, bien qu'Alice ne le sache pas encore, se tourna vers le mouvement et vit une femme se lever dans la salle d'attente familiale avec une expression que Brenda décrirait plus tard, dans les conversations qui suivirent, comme la chose la plus effrayante qu'elle ait jamais vue sur le visage d'une étrangère. Pas parce qu'elle était en colère, parce qu'elle reconnaissait quelque chose. L'infirmière qui avait fait les appels initiaux entra dans la salle d'attente à ce moment pour prendre des nouvelles de la famille. Elle regarda Alice qui était debout. Elle regarda Brenda qui s'était figée près de la porte. Elle dit, avec le calme professionnel de quelqu'un qui commence à comprendre que la situation n'est pas ce qu'elle pensait, qu'elle devait parler à la femme de William. Les deux femmes dirent, au même moment, dans des voix qui étaient presque identiques dans leur incertitude, qu'elles étaient son épouse. Le silence qui suivit ce moment est quelque chose que les deux femmes ont décrit séparément et avec le même mot. Absolu. Le genre de silence qui n'est pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose de trop grand pour tenir dans le bruit ordinaire. Une télévision avec le son coupé. Deux femmes qui se regardent à travers une salle d'attente d'hôpital. Une infirmière qui était une professionnelle formée et qui dirait plus tard que dans 18 ans d'exercice infirmier, elle n'avait jamais rien vécu de semblable aux 30 secondes qui suivirent. Elles s'assirent. Elles ne le firent pas consciemment, exactement. C'était plutôt que s'asseoir était la seule réponse possible à ce que leur corps enregistrait. L'infirmière, qui était plus composée que l'une ou l'autre n'avait le droit d'espérer, arrangea un espace privé et demanda à une assistante sociale hospitalière de venir être présente. Et 15 minutes plus tard, Alice et Brenda étaient assises dans une petite salle de conférence avec une assistante sociale et une boîte de mouchoirs et les ruines lentement assemblées de deux vies.
Avez-vous jamais essayé d'imaginer à quoi ressemblait cette conversation? Deux femmes qui avaient toutes deux construit leur vie autour du même homme, qui avaient toutes deux cru les mêmes choses, qui avaient toutes deux reçu aucune raison de douter et n'avaient pas douté. Assises face à face, en commençant à exposer l'architecture de leurs réalités respectives, et en la regardant s'assembler d'une façon qui rendait tout soudainement horriblement clair. Alice était mariée à William depuis 11 ans. Brenda l'était depuis 9. Le chevauchement était 2 ans de ce qu'Alice connaissait comme la fin de leur fiançailles et le début du mariage, et ce que Brenda connaissait comme le début de leur relation. Elles comparèrent les dates. Elles comparèrent les histoires qu'il avait racontées à chacune d'elles sur son planning, sa famille, ses collègues, son passé. Elles comparèrent les rythmes spécifiques de sa présence et de son absence. Le planning tournant, qui avait toujours eu un sens, avait toujours eu une logique, un schéma, une explication, se révélait, à mesure qu'elles comparaient leurs notes, la rotation qu'il était réellement. 3 jours ici, 4 jours là. La machinerie d'une double vie mise à nu dans une salle de conférence d'hôpital à 2 heures du matin. Les 2 femmes avaient des enfants. Ensemble, William en avait 4. Il avait été présent à la naissance des 4. Il avait assisté à des pièces de théâtre scolaires et des journées sportives et des fêtes d'anniversaire dans 2 villes. Maintenant, 2 ensembles de souvenirs avec 2 ensembles de personnes, 2 versions d'un père, 2 versions d'un mari, tout cela fonctionnant simultanément pendant la majeure partie d'une décennie. La rage que les 2 femmes décrivent avoir ressentie dans cette salle est quelque chose dont je veux parler avec soin, parce qu'elle n'était pas simple et n'était pas propre. Il y avait de la rage, oui. La rage spécifique, presque physique, de quelqu'un qui a été trompé au niveau le plus fondamental de sa vie, dont toute la compréhension de sa propre histoire vient d'être révélée comme construite par quelqu'un d'autre à des fins qui n'avaient rien à voir avec elle. Mais il y avait aussi, sous la rage, quelque chose de plus compliqué. Un deuil qui n'était pas seulement pour le mariage, mais pour la version d'elle-même qui avait existé dans le mariage. La personne qui avait cru, qui avait fait confiance, qui avait organisé toute sa vie autour d'une fondation qui s'avérait construite sur quelque chose qui n'avait aucune fondation du tout. Ce qu'elles ne firent pas, à aucun moment de cette conversation, c'est se retourner l'une contre l'autre. C'est la partie de l'histoire qui m'importe le plus. Non pas parce qu'elle est surprenante, exactement, mais parce que dans la version de cette histoire que les gens attendent, la version pour laquelle la culture les a préparées, 2 femmes dans cette situation se battent. Elles se blâment mutuellement, ou l'une blâme l'autre, ou elles deviennent des rivales dans un paysage de victimité où il n'y a assez de sympathie que pour l'une d'elles. Ce qui s'est réellement passé, c'est que les 2 femmes, dans la première heure de leur présence dans cette salle de conférence, étaient arrivées à la même conclusion, indépendamment et simultanément. Elles n'étaient pas le problème l'une de l'autre. Elles étaient la seule vraie alliée l'une de l'autre. La personne responsable de ce qui était arrivé à toutes les 2 était dans le couloir, en soins intensifs, et il était actuellement inconscient, et cela signifiait qu'il y avait une fenêtre de temps disponible qui ne serait plus disponible une fois qu'il serait éveillé. Elles l'utilisèrent. Les comptes financiers furent la première priorité. Alice était suffisamment familière avec les finances de William, en tant qu'épouse plus ancienne, pour savoir où se trouvaient les comptes principaux. Brenda avait des informations sur les comptes secondaires qu'il avait utilisés avec elle. Ensemble, avec la position légale d'épouse qui leur donnait accès aux comptes matrimoniaux communs, elles commencèrent le processus de consolidation et de sécurisation des actifs. Ce qu'elles trouvèrent, en le travaillant au cours des jours suivants avec l'aide de 2 avocats séparés qui furent finalement mis en coordination, c'est que William avait été plus prudent avec l'argent qu'avec presque tout le reste. Mais prudent n'était pas la même chose qu'intouchable. Et avec 2 épouses et 2 avocats, et un homme qui n'était en aucune position de passer des appels, prudent s'avéra insuffisant. La compagnie aérienne fut la 2e priorité. L'employeur de William, une grande compagnie internationale basée à O'Hare,
avait un code de conduite qui comprenait des dispositions pour conduite indigne. La bigamie, il s'avéra, était qualifiante. Alice passa l'appel. Brenda envoya la documentation. Les départements RH et juridiques de la compagnie aérienne agirent avec une rapidité qui reflétait à la fois le sérieux de la situation et les implications en termes de responsabilité d'avoir un pilote dont la conduite personnelle soulevait des questions sur son jugement et son honnêteté. Son emploi fut résilié avant qu'il reprenne conscience. La procédure pénale fut la troisième priorité, et celle-ci nécessita plus de temps et plus d'avocats et une image plus claire de la documentation que les deux autres. La bigamie est un crime dans l'Illinois et dans le Wisconsin. Elle n'est pas poursuivie de façon agressive. Les procureurs ont un pouvoir discrétionnaire significatif sur la façon dont ils allouent les ressources. Mais elle est inscrite dans la loi. Et quand deux femmes avec de bons avocats présentent un dossier aussi soigneusement documenté que celui d'Alice et Brenda l'est devenu, les procureurs ont tendance à trouver difficile de regarder ailleurs. Des charges furent déposées dans les deux États. William fut dans le coma pendant 19 jours. Le rétablissement, quand il commença, fut lent, de la façon dont les rétablissements après des traumatismes crâniens sont lents. Pas linéaires, pas prévisibles, marqués par des périodes de progrès apparents et des périodes de plateau, et l'incertitude constante d'un corps et d'un esprit qui ont été gravement endommagés et font leur propre bilan interne de ce qu'il faut réparer et dans quel ordre. Le personnel médical était professionnel et attentionné. L'équipe de kinésithérapie commença à travailler avec lui dès qu'il fut suffisamment stable. La chambre était silencieuse la plupart du temps, parce qu'il n'y avait pas de visiteurs. Aucun de ses proches, ses parents, un frère, n'avait été notifié de façon qu'il les avait rejoints promptement. Ses amis étaient, pour la plupart, des amis de ses deux vies domestiques, et ces deux vies domestiques étaient en conversation l'une avec l'autre depuis des semaines à ce stade. Il ne savait rien de tout cela. Il était dans un lit d'hôpital, faisant le travail de récupérer, sans aucune information sur ce qui se passait à l'extérieur de la chambre. Quand il fut finalement conscient et cohérent au point de pouvoir avoir une conversation, une assistante sociale hospitalière vint lui parler en premier, avant quiconque. L'assistante sociale était formée pour les conversations difficiles et mena celle-ci avec professionnalisme. Elle lui dit que sa situation était devenue connue. Elle lui dit que la documentation était exhaustive. Elle ne lui dit pas tout, parce que tout était plus qu'on ne pouvait couvrir dans une seule conversation avec quelqu'un qui venait de sortir de 19 jours d'inconscience. Elle sortit. Un policier qui attendait dans le couloir entra. Il était seul de la façon qui est différente de simplement n'avoir personne dans la pièce. Il était seul dans le sens spécifique et complet de quelqu'un dont toute la réalité construite a été retirée pendant qu'il n'était pas en position de la défendre. 2 mariages, dissous. 4 enfants, pris en charge par leur mère dans des foyers dont ils ne faisaient plus légalement ou pratiquement partie. Une carrière, résiliée. Une position financière significativement pire que celle qu'il gérait quand sa voiture avait heurté la glissière sur la 290. Une situation légale qui allait nécessiter le genre d'attention soutenue et de dépenses que les gens dans des positions financières significativement meilleures que la sienne actuelle trouvent difficile à gérer. Il avait construit quelque chose d'extraordinaire, à sa façon terrible. L'ingénierie d'une double vie à cette échelle, maintenue pendant une décennie sans défaillance significative, cela représente une sorte de concentration et de discipline que la plupart des gens ne possèdent pas. La question de vers où ces qualités auraient pu mener si elles avaient été orientées différemment n'est pas une question sur laquelle je veux m'attarder, parce que la direction qu'il a choisie est celle qu'il a choisie, et les conséquences en étaient les conséquences. Alice a parlé de l'expérience en des termes que je trouve, de tout ce que j'ai lu sur cette affaire, les plus utiles. Elle a dit que la pire partie n'était pas la découverte. La pire partie était la qualité rétroactive.
La façon dont elle remontait à travers 11 ans et altérait la signification de choses qu'elle avait cru être une chose et comprenait maintenant être une autre. Les vacances, les anniversaires, les soirées ordinaires, les naissances des enfants qu'elle ne pouvait pas rétroactivement désapprendre, mais qui portaient maintenant une dimension supplémentaire qu'elle ne savait pas être là. La façon dont chaque chose genuinement vraie, et certaines choses étaient genuinement vraies, certaines de ce qu'elle avait vécu dans ce mariage étaient réelles de la façon dont l'expérience humaine est toujours réelle, indépendamment du contexte, étaient maintenant inséparables de l'échafaudage de tromperie autour d'elle. Elle dit que rencontrer Brenda était, paradoxalement, la chose qui avait rendu possible de s'en sortir. Non pas parce qu'avoir de la compagnie dans un désastre rend le désastre plus petit, ce n'est pas le cas, mais parce que Brenda était la seule autre personne au monde qui comprenait la texture spécifique de ce désastre particulier. Il y a quelque chose dans ce genre de compréhension que rien d'autre ne fournit. Elles ne sont pas, selon leur propre récit, des amies proches. Elles sont restées en contact parce qu'il y a des questions légales et logistiques qui le nécessitent, et parce que leurs enfants sont, dans un sens technique, demi-frères et demi-sœurs. Et cette réalité devra être gérée au fil du temps de façon que ni l'une ni l'autre n'a encore complètement cartographiée. Mais elles ont une relation qui est sa propre catégorie. Quelque chose qui n'a pas de nom existant parce que les circonstances qui l'ont créé n'ont pas de nom existant. Je veux dire une dernière chose avant de vous laisser avec cette histoire. William Hartley n'était pas imprudent. Il n'était pas téméraire de la façon de quelqu'un qui ne réfléchit pas aux conséquences. Il était extraordinairement prudent pendant une période extraordinairement longue à propos d'un nombre extraordinairement grand de choses. Ce qui l'a défait n'était pas une défaillance dans sa planification. C'était une nuit pluvieuse et une plaque de route mouillée, et le caractère aléatoire ordinaire d'un monde qui ne coordonne pas son comportement avec les plans de contingence de quiconque. Il existe une version de cette histoire dans laquelle l'accident ne se produit pas, et la planification tient encore 5 ans, ou 10, ou jusqu'à ce que les enfants soient grands, et que toute la construction élaborée se dissolve silencieusement d'une façon ou d'une autre. Cette version existe. Ce n'est pas cette version. Dans cette version, une infirmière regarda un téléphone. Dans cette version, 2 femmes s'assirent dans une salle d'attente. Dans cette version, 2 personnes qui avaient toutes les raisons de se retourner l'une contre l'autre regardèrent la situation assez clairement pour comprendre que le problème n'était pas l'une pour l'autre. Le mensonge que William a maintenu pendant 10 ans était possible, en partie, parce que les 2 personnes les plus affectées par lui n'avaient jamais aucune raison d'être dans la même pièce. À l'instant où elle l'était, le mensonge était terminé. Faites attention à qui vous sous-estime et faites très attention à qui vous pensez avoir complètement géré. Parce que la seule chose que vous ne pouvez pas gérer, c'est la pluie.